À la Russie, je dirais ceci. Vous êtes incapables de vivre en paix. Nous sommes des démocraties pacifiques. Nous ne nous laisserons pas intimider. J'ai une seule demande au gouvernement russe. Si un autre missile ou avion entre dans notre espace sans autorisation, ne venez pas vous plaindre ici. Vous avez été prévenus. Les Estoniens se sont levés, armes à la main, jurant de se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour leur patrie. L'Estonie est 375 fois plus petite que la Russie. Le pays paraît minuscule, mais pas le cœur de son peuple. Le moral est au plus haut, mais l'Estonie est minuscule. Elle ne pourrait jamais tenir tête à la puissante Russie. C'est du moins ce que pourraient croire ceux qui méconnaissent la stratégie brutale de l'Estonie. La population de la Russie est 110 fois plus grande que celle de l'Estonie, et son armée est 160 fois plus importante. Pourtant, les médias russes affirment que cette petite nation pourrait attaquer Moscou, et ce avec des armes nucléaires. Mais pourquoi un pays qui se classe 107e en puissance militaire mondiale avec des ressources limitées et une petite armée songerait-il même à provoquer la deuxième plus grande armée du monde? Ou bien cache-t-il une vérité désagréable? Les experts disent que la Russie suit exactement le même schéma qu'elle a utilisé contre l'Ukraine. Une arme mortelle qui n'est pas un char, mais un récit. Ça va être un sujet controversé, et je me fiche que YouTube ne le mette pas en avant. Je révélerai la vérité quoi qu'il arrive. Les sujets controversés sont supprimés par l'algorithme, sauf si vous les forcez à remonter en cliquant sur « J'aime ». Merci. L'Estonie repose paisiblement sur les rives de la mer Baltique, partageant une frontière de 294 km, soit environ 183 miles avec la Russie. Le pays paraît minuscule, mais son poids géopolitique ne l'est pas. Celui qui détient l'Estonie détient la clé de la sécurité de l'Europe. La mer Baltique est l'une des voies navigables les plus stratégiques au monde. Elle relie l'Europe du Nord à l'océan Atlantique, et elle est entourée de puissantes nations. L'Allemagne, la Pologne, la Suède, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Russie. Au centre de cette tempête géopolitique se trouve l'Estonie, petite mais essentielle. Tellement importante qu'autrefois, les superpuissances se sont jetées sur cette région comme des loups affamés pour obtenir leur part. Les Estoniens figurent parmi les plus anciens peuples d'Europe, leurs ancêtres vivant ici depuis plus de 5000 ans. Leur langue, l'estonien, est apparentée au finnois et au hongrois, mais très différente du russe et de la plupart des autres langues européennes. Cette différence linguistique a toujours fait que les Estoniens se sentent uniques. Mais leur emplacement sur les rives de la mer Baltique a fait en sorte que l'histoire ne leur a jamais permis de rester isolés, souvent de manière brutale. La position stratégique de l'Estonie en a toujours fait un champ de bataille. Pendant des siècles, l'Allemagne, la Suède et la Russie se sont disputés ce territoire. En 1917, après la chute de l'Empire russe, l'Allemagne a envahi l'Estonie. La raison était de contrôler les ports baltes comme Tallinn et Pärnu, de dominer la mer Baltique pour les opérations navales et de couper la Russie des routes commerciales baltes. Après le retrait allemand en 1918, la Russie bolchevique a tenté de reprendre l'Estonie. Cela a déclenché la guerre d'indépendance estonienne, durant laquelle l'Estonie a combattu l'armée rouge et les mercenaires allemands du Freikorps. En 1920, l'Estonie obtient son indépendance avec le traité de Tartu. Mais malheureusement, la paix ne durerait pas. En 1939, le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique a scellé le sort de l'Estonie. En 1940, l'Union des républiques socialistes soviétiques a occupé l'Estonie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a occupé l'Estonie pour y installer des bases militaires, des camps de travail forcés, et mener des opérations de l'Holocauste. Et en 1942, l'Estonie a été déclarée Judenfrei, c'est-à-dire sans juifs. Et, également, en recrutant des Estoniens dans la Waffen-SS, la branche militaire brutale du régime nazi. En 1944, les Soviétiques reviennent, et l'Estonie est réintégrée à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais à partir de là, elle est devenue un atout essentiel pour le KGB. Pendant la guerre froide, l'Estonie est devenue l'un des principaux centres d'espionnage de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Sa capitale, Tallinn, est à seulement 82 km de la Finlande, un emplacement stratégique pour des opérations contre l'OTAN. L'hôtel Viru est devenu célèbre. Construit en 1972 par les soviétiques, cet hôtel de luxe accueillait diplomates, journalistes et hommes d'affaires étrangers. Mais derrière sa façade glamour, c'était un nid d'espions du KGB. Une salle radio secrète au 23e étage était absente des plans, les chambres regorgeaient de dispositifs d'écoute. Serveurs, réceptionnistes et femmes de ménage étaient des agents du KGB. Tous les invités étrangers étaient surveillés.
Aujourd'hui, cet hôtel s'appelle l'Original Sokos Hotel Viru. Son dernier étage accueille un musée du KGB avec du matériel d'espionnage conservé et des bureaux secrets. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et l'Estonie a retrouvé son indépendance. Pour la Russie, cela a été une perte stratégique énorme. Moscou a soudain perdu le contrôle de ports baltes clés et d'une base militaire majeure. En 2004, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont intégré l'Union européenne et l'OTAN, malgré la forte opposition de la Russie. Voici la question clé. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas envahi l'Estonie alors qu'elle avait encore beaucoup de pouvoir et une armée importante ? La véritable raison, c'est la démographie. 69% de la population estonienne sont des Estoniens ethniques, ne parlant pas russe ni russifiés. Environ 25% seulement sont russes d'origine. Si Moscou avait envahi, la population locale se serait opposée, rendant le contrôle impossible sans trouble majeur. Pour la Russie, l'Estonie n'a de valeur qu'avec le soutien local, et cela n'existe tout simplement pas là-bas. Même après l'adhésion de l'Estonie à l'OTAN, la Russie a gardé son intérêt pour cette nation balte. Moscou attendait juste le bon moment. Puis est arrivée l'année 2022, lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, ce qui a provoqué une onde de choc à travers l'Europe. Pour l'Estonie, c'était un avertissement qui ravivait de vieilles blessures. Si le conflit s'intensifie et que Russie et Europe entrent en guerre, l'Estonie redeviendra un champ de bataille, comme lors des 2 guerres mondiales. Pourquoi ? Grâce à la mer Baltique, où l'Estonie possède un avantage surprenant. Regardez cette carte. La Russie possède une côte totale de seulement 512 km, soit environ 320 miles ici même, y compris Saint-Pétersbourg et l'oblast de Kaliningrad. La côte, majoritairement droite et limitée, offre à Moscou un accès réduit à la mer. Le golfe de Finlande est la principale voie maritime russe vers l'Europe du Nord, avec le quartier général de la flotte de la Baltique à Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg. Kaliningrad, isolé du continent. La Russie, fortement militarisée, déploie des missiles Iskander et des S-400 à la frontière de la Pologne et de la Lituanie, en faisant l'une des zones les plus fortifiées d'Europe. Malgré ses armes avancées et sa flotte puissante, la Russie est confrontée à de fortes restrictions en mer Baltique. Parce que la Baltique est un point d'étranglement, et des 2 côtés, la Russie se retrouve piégée. Au nord, la Finlande, et au sud, l'Estonie, toutes 2 membres de l'OTAN. Ensemble, ces 2 nations encerclent l'adversaire des 2 côtés. En cas de guerre, ils pourraient facilement fermer le golfe de Finlande, enfermant les navires russes dans leurs propres eaux. Et la force de l'Estonie ne s'arrête pas là. Ce petit pays a une côte impressionnante de 3794 km, soit environ 2357 miles. Ce ne sont pas que des plages et villages, c'est un réseau de défense. Plus de 2000 îles des géantes, comme Saruma, Hiiumaa et Muhu, jusqu'à d'innombrables plus petites. Des détroits étroits, des baies peu profondes comme Parnu et le golfe de Friga, ainsi que des péninsules dans la mer, créent des forteresses naturelles et des pièges. Par toutes les îles d'Estonie, une seule pouvait changer l'issue de la bataille. Hiiumaa. À première vue, c'est une île paisible de forêts, de villages et de phares, mais stratégiquement, c'est l'une des terres les plus importantes de toute la mer Baltique. Échiquier. Hiiumaa se trouve directement sur la route maritime entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. D'ici, les armées surveillent et interceptent le trafic naval russe, bloquent le golfe de Finlande et isolent Saint-Pétersbourg de la Baltique. Couper le lien de la Russie entre l'Europe et l'Asie, en bloquant ses routes commerciales et militaires. Mais la Russie peut transformer ce même super-pouvoir en cauchemar pour l'OTAN. Si la Russie envahissait avec succès l'Estonie et contrôlait cette île, Hiiumaa permettrait de couper la Finlande du reste de l'Europe. La Finlande et la Suède devraient alors passer par des routes plus longues et vulnérables pour rejoindre la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Un cauchemar pour la défense européenne. La géographie de l'Estonie lui donne un avantage défensif et offensif lors des conflits baltes. Grâce à sa position stratégique, l'Estonie contribue directement aux opérations Sentinelle baltes de l'OTAN. Elle prend part à la mission de l'OTAN en Irak et contribue activement au programme d'assistance à la sécurité et de formation de l'OTAN pour l'Ukraine. Les forces d'ordre terrestres forts du Royaume-Uni sont basées à Tapa, à 150 km de la frontière russe, servant de défense avancée pour dissuader toute agression. À la base aérienne d'Amavi, la mission de police aérienne de l'OTAN dans les pays baltes fonctionne 24 heures sur 24, interceptant les avions russes, qui sondent régulièrement l'espace aérien européen. Mais l'Estonie n'accueille pas seulement l'OTAN, elle finance aussi elle-même la lutte contre la Russie.
Depuis février 2022, ce petit pays a déjà fourni environ 500 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, soit plus de 14% de son produit intérieur brut, début 2025. En janvier 2024, l'Estonie a promis un soutien à long terme de 13 milliards d'euros. Et en février 2025, elle a là annoncé un nouveau paquet, comprenant 10 000 obus d'artillerie. De telles actions rendent Moscou encore plus furieux. En juillet 2025 à Washington, le président Trump et l'OTAN ont lancé une nouvelle initiative pour accélérer l'aide à l'Ukraine. En quelques semaines, plus de 2 milliards de dollars de fournitures, des munitions au système de défense aérienne, ont été envoyés à Kiev. D'autres colis sont déjà en route. L'Estonie est en première ligne, comprenant mieux que quiconque ce qui est en jeu. Protéger sa position stratégique est important. Mais comment une petite nation comme l'Estonie pourrait-elle déclencher une guerre avec Moscou? Ou bien est-ce simplement ce qu'affirment les médias russes? Oui, l'Estonie se prépare à la guerre et pourrait frapper les forces russes en premier si elle détecte des signes d'invasion. Mais se préparer n'est pas provoquer. Pour l'Estonie, c'est une question de survie, car seule, elle ne peut pas vaincre la Russie, du moins selon les chiffres. L'Estonie dispose actuellement de 7 700 militaires actifs, dont 3 500 conscrits, appuyés par 96 500 réservistes, dont 38 800 prêts, rapidement, et 80 000 anciens combattants formés. Son armée compte 4 000 soldats en temps de paix. Son armée de l'air, composée de 1570 membres, utilise des radars avancés et le système de défense IRIS-T-SLM, apte à intercepter avions et missiles russes. Leur marine, parmi les plus petites au monde, dispose de seulement 6 navires, en service pour moins de 10 000 tonnes de déplacement. Mais ces chiffres concernant l'Estonie sont un peu trompeurs. En réalité, elle est bien plus puissante qu'elle n'en a l'air. Le service militaire est obligatoire en Estonie. Chaque homme âgé de 18 à 29 ans sert pendant 8 à 11 mois. Depuis la guerre en Ukraine, même les réservistes et les étudiants se portent volontaires, conscients que personne ne sait quand la Russie pourrait frapper. L'Estonie a approuvé un financement supplémentaire de la défense de 28 milliards d'euros sur 4 ans, afin d'atteindre les objectifs de capacité de l'OTAN. Les dépenses de défense vont passer à 54% du produit intérieur brut d'ici 2029 contre 34% actuellement. Cela apportera davantage d'équipements, de capacités, de stocks et de munitions aux forces de défense estoniennes. En septembre 2024, le général estonien Vahar Karus a déclaré lors d'une interview: « Notre capacité à neutraliser l'ennemi sur son propre territoire est cruciale. Attendre d'être attaqué en premier n'est plus une option. » Évidemment, cela ne suffit pas à combattre seule la Russie, qui construit de nouvelles usines d'armement et stocke des armes pour une guerre prolongée. Pourtant, l'armée estonienne n'a qu'une seule mission, se battre suffisamment fort jusqu'à l'arrivée des renforts de l'OTAN. Avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la doctrine de l'Estonie était de repousser les envahisseurs pendant 10 jours en comptant sur les renforts de l'OTAN. Les frappes préventives en Russie sont maintenant prises au sérieux, marquant un tournant stratégique. Les jeux de guerre estiment qu'une attaque russe permettrait d'envahir l'Estonie en 48 heures, en raison de la faiblesse de son armée. Le sort de l'Estonie dépend directement de la crédibilité de l'OTAN. Si l'Alliance ne défend pas efficacement l'Estonie, l'article 5 risque de perdre tout sens, ce que Moscou a déjà compris. Avec la Finlande et la Suède neutre, l'OTAN était face à un défi. Secourir l'Estonie était très risqué. Les forces pourraient passer par Kaliningrad par la mer, protégées par de puissants missiles anti-navires. Tout sauvetage terrestre depuis la Pologne via la Lituanie doit passer par le corridor de Sovolki, un passage de 70 km vulnérable aux frappes d'artillerie. Mais l'OTAN a trouvé une solution très intelligente à ce problème. Pour maintenir la dissuasion sans provoquer la Russie, l'OTAN a d'abord mis en place des forces de déclenchement avec de petits contingents stationnés autour des pays baltes. La logique était simple. Toute invasion russe nécessiterait de tuer des soldats de l'OTAN, obligeant l'Alliance à réagir et à faire monter le conflit. Cette vulnérabilité volontaire est devenue le bouclier de l'Estonie, la plaçant en première ligne face à l'agression russe. La Russie veut avant tout un accès stratégique à la mer Baltique, ce qui est impossible sans l'Estonie. Que Vladimir Poutine attaque réellement l'Estonie ou non, la stratégie de Moscou est claire. Manipuler l'OTAN, semer le doute, créer la peur et inciter les dirigeants occidentaux à négocier, craignant les actions futures de la Russie. Pour défier l'OTAN, la Russie a ouvert un nouveau front, non avec des chars, mais avec des cartes. Le 18 juin 2025, le Kremlin a pris une mesure spectaculaire, provoquant une onde de choc en Europe.
Moscou a officiellement adopté le décret 914, un nouvel ensemble de lignes de base maritimes en mer Baltique. Moscou a modifié les règles sur la navigation des navires étrangers près de ses côtes, notamment dans l'est du golfe de Finlande. Le décret établit de nouvelles lignes de base, redéfinit les eaux intérieures russes et limite fortement l'accès des étrangers sans autorisation gouvernementale. Moscou considère désormais qu'une zone de 150 km dans l'est du Golfe, incluant les ports près de Saint-Pétersbourg, est interdite d'accès. Le choix du moment n'est pas un hasard. Depuis l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, presque toute la mer Baltique est bordée par des membres de l'Alliance, sauf quelques côtes russes. Moscou se sent acculée et elle riposte. Les agences de renseignement européennes pensent que la Russie exploite une flotte fantôme de pétroliers en mer Baltique. Des navires traversent discrètement le golfe de Finlande pour éviter les sanctions. Mais il y a plus. Les analystes occidentaux soupçonnent que certains de ces pétroliers ne transportent pas seulement du pétrole. Ils pourraient aussi servir à l'espionnage, à la surveillance secrète ou au sabotage d'infrastructures sous-marines. L'OTAN a lancé Baltic Sentry, une mission navale pour protéger câbles sous-marins, pipelines et routes maritimes. Les exercices militaires augmentent. Des navires de guerre américains, britanniques, allemands et polonais patrouillent en permanence en Baltique. La concentration de navires militaires dans cette zone augmente fortement le risque d'incidents, de collisions ou d'attaques accidentelles potentiellement mortelles. Dans la situation actuelle, une attaque pourrait provoquer un conflit majeur. Pour l'Estonie, le décret 914 change tout. Les nouvelles lignes de base atteignent la frontière estonienne-russe dans la baie de Narva, exposant les navires de l'OTAN aux eaux, sous contrôle russe. L'Estonie est désormais en première ligne d'une confrontation maritime croissante. Ses routes maritimes, îles et bases navales sont soudain exposées, surtout l'île de Houma, au cœur du couloir maritime. Comme je l'ai dit, si la Russie contrôlait Houma, elle pourrait isoler la Finlande et la Suède de l'Europe, les forçant à emprunter des routes maritimes plus longues et risquées par la mer de Norvège. Moscou aurait ainsi un avantage stratégique, ce que l'OTAN redoute le plus. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires étrangers, y compris militaires, peuvent passer inoffensivement dans les eaux territoriales s'ils ne menacent pas la sécurité. Avec le décret 914, la Russie a accru son contrôle, testant le droit international. L'OTAN affirme que ces navires opèrent légalement dans ces zones, mais Moscou conteste sans autorisation. Cela ouvre la voie à des affrontements dangereux dans l'une des mers les plus militarisées. Chaque manœuvre, chaque verrouillage radar, chaque transmission interceptée pourrait être l'étincelle qui déclenche quelque chose de bien plus grave. Il est important de comprendre un détail crucial. Les nouvelles lignes de base de la Russie ne sont pas de nouvelles frontières. Selon le droit maritime international, les lignes de base indiquent le début des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, sans remplacer les frontières maritimes entre États. En 1965, l'Union soviétique et la Finlande ont convenu de leurs frontières maritimes officielles. En 2014, l'Estonie et la Russie ont signé un traité fixant leurs frontières maritimes dans la baie de Narva et le golfe de Finlande. Ce traité n'est jamais entré en vigueur. L'Estonie n'a pas fini la ratification et la Russie ne l'a pas commencé. Voici le rebondissement. Le décret 914 russe semble reprendre les mêmes coordonnées convenues lors des négociations précédentes. Cela indique qu'actuellement, Moscou ne conteste pas la délimitation établie avec l'Estonie. Mais cela ne rend pas la situation moins dangereuse. Un point clé du décret 914 touche la zone militaire russe de Kaliningrad sur la Baltique. Un projet de loi publié brièvement en mai 2024 prévoyait aussi des lignes de base droites, notamment à travers le détroit de Baltiske reliant la lagune de la Vistule à la mer Baltique. Si Moscou avait appliqué ce plan, les navires polonais n'auraient pu accéder librement à leur port dans la lagune sud sans l'accord de la Russie. Une mesure qui aurait directement violé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais dans la version finale du décret 914, la Russie a reculé. Elle a maintenu les lignes de base normales près de Kaliningrad, suivant la côte à marée basse. La route maritime polonaise reste ouverte. Mais ne vous y trompez pas, Kaliningrad reste l'une des zones les plus militarisées d'Europe. Avec la base principale de la flotte baltique à Baltiske et des missiles Iskander, ainsi que des S-400, c'est le fer de lance de la puissance russe dans la Baltique. Avec les forces de l'OTAN proches en Pologne et Lituanie, Kaliningrad est sous tension et pourrait s'embraser à tout moment. La guerre en Ukraine dure depuis 4 ans, accentuant la menace d'invasion sur les voisins de la Russie. En géopolitique, il y a un dicton.
Une hypothèse non testée peut être plus déstabilisante qu'une véritable attaque, car elle transforme l'incertitude en peur et la peur en politique. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui entre l'OTAN et la Russie. La peur de la Russie l'a poussé à entrer en Ukraine, et la crainte d'une invasion russe oblige maintenant les petits États en première ligne comme l'Estonie à accueillir des avions capables de transporter des armes nucléaires et le déploiement d'ogives occidentales. Ironiquement, ce n'est pas nouveau pour l'Estonie. Pendant la guerre froide, le pays abritait d'importantes installations nucléaires et militaires soviétiques. La première bombe nucléaire soviétique contenait de l'uranium extrait d'Estonie. La ville de Silama est devenue un centre secret de l'industrie nucléaire soviétique, exploitant les gisements de dixionima-argélite. Après 1991, l'Estonie a démantelé ses installations nucléaires pour rompre avec cet héritage dangereux. Aujourd'hui, le pays n'a pas d'infrastructure nucléaire, mais cela va bientôt changer. L'Estonie prévoit de construire sa première centrale nucléaire, marquant un tournant historique. Le projet, dirigé par Fermi Energia, utilisera la technologie du petit réacteur modulaire BWRX 300 de General Electric Hitachi, avec une capacité prévue de 600 MW. Une fois terminé, il serait l'une des installations nucléaires les plus avancées d'Europe du Nord. Le président-directeur général de Fermi Energia, Khalif Kalimets, a qualifié cela de saut historique pour l'énergie propre et la sécurité nationale. L'Estonie a longtemps dépendu de l'énergie importée, majoritairement contrôlée par la Russie. Mais après le début de la guerre en Ukraine en 2022, Tallinn a compris quelque chose de fondamental. La sécurité énergétique est une question nationale. D'ici 2035, l'Estonie veut exploiter 2 réacteurs BWRX 300, réduisant fortement sa dépendance à l'énergie russe et assurant une base énergétique stable à l'est de l'OTAN. Cependant, le chemin reste long. La présélection du site aura lieu de 2025 à 2027 sur 2 emplacements. Un à Kunda, un à Vironigola et 2 à Luganousse. Les évaluations de l'impact environnemental, les études géologiques, les études hydrologiques et les évaluations de sécurité détermineront le site final. Si tout va bien, l'Estonie prévoit de demander un permis de construire en 2029. Le premier réacteur pourrait entrer en service d'ici 2035. Comme indiqué précédemment, la future centrale nucléaire de l'Estonie sera strictement destinée à la production d'électricité, et non à des fins militaires. Les médias russes ont exploité le projet pour leur propagande, prétendant que l'Estonie pourrait acquérir l'arme nucléaire. Les mêmes allégations et discours ont circulé avant et après l'attaque de l'Ukraine par la Russie en 2022. Début mars 2022, l'agence russe Sputnik a publié dans son édition sibérienne un article affirmant que l'Ukraine menait secrètement des activités pour développer des armes nucléaires. Le service russe de renseignement extérieur a déclaré que la création d'un engin explosif nucléaire en Ukraine utilisait uranium et plutonium, probablement pour des ogives nucléaires. Il aurait été allégué que Kiev avait réussi à acquérir à la fois la technologie et le plutonium auprès de l'Occident. Les Russes disent que des scientifiques de l'Institut de physique et de technologie de Kharkiv ont joué un rôle clé dans la création de l'engin explosif nucléaire. Ils ont été aidés par des collègues d'instituts scientifiques ukrainiens, dont l'Institut des problèmes de sécurité de Tchernobyl. Selon cette affirmation, la zone nucléaire de Tchernobyl a été utilisée comme site de développement d'armes nucléaires, où des travaux auraient été menés. La production de bombes sales et le rejet de plutonium étaient encore masqués par le niveau élevé de radiation habituel à Tchernobyl. Cependant, il n'avait aucune preuve tangible pour soutenir ce récit. Aucun article d'un média international crédible ne le confirmait. Ces affirmations servaient uniquement la propagande. Mais la réalité est autre. Ce que Moscou craint réellement, ce ne sont pas des bombes fabriquées en Estonie, mais la perspective que des armes nucléaires de l'OTAN soient déployées sur le sol estonien. Le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur, a affirmé que l'Estonie accueillerait bientôt des avions alliés, aptes à effectuer des frappes nucléaires. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié cela de menace directe pour Moscou. Mais de quels avions et armes s'agirait-il ? Au sommet de l'OTAN, aux Pays-Bas, le Royaume-Uni a annoncé vouloir acheter des F-35 à chasseurs de 5e génération, capables de transporter des armes nucléaires. Le Royaume-Uni détient le 5e plus grand arsenal nucléaire, bien qu'inférieur à ceux de la Russie et des États-Unis. Ces F-35A pourraient être déployés sur la base d'Armani en Estonie, où des avions britanniques participent donc déjà à la mission de police du ciel de l'OTAN. Ils pourraient représenter un cauchemar pour la Russie. La bombe thermonucléaire B6112 est adaptée au F-35A. Dans le partage nucléaire de l'OTAN, ces bombes sont gardées par les États-Unis et nécessitent leur autorisation pour être lancées.
Les héberger en Estonie n'augmenterait pas le nombre de puissances nucléaires, cela étendrait simplement la dissuasion. Plus près des frontières russes, la furtivité et la frappe en profondeur du F-35A renforcent la dissuasion. Même sans ogive nucléaire, ces avions pourraient jouer un rôle clé dans tout conflit en contournant les défenses aériennes russes. Rien n'assurait que l'OTAN déploie réellement des F-35 nucléaires en Estonie. Ils pourraient aussi faire des rotations pour des missions classiques, comme actuellement. La Russie amplifie toujours le discours nucléaire pour dépeindre l'OTAN comme l'agresseur. Cela est particulièrement creux, étant donné que Moscou a lui-même déployé des armes nucléaires tactiques au Bélarus en 2023, juste aux portes de l'OTAN. Mais la plus grande crainte de la Russie n'est pas le soutien de l'OTAN ou les avions capables de transporter des armes nucléaires. C'est quelque chose de bien moins visible, mais bien plus dangereux, la cyberpuissance. L'Estonie, centre européen de cybersécurité, a fait de cette arme invisible son principal bouclier contre Moscou. La recherche de puissance de l'Estonie découle des blessures causées autrefois par la Russie. L'avertissement est survenu au printemps 2007. Le gouvernement estonien a décidé de déplacer le soldat de bronze de Tallinn, mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale, du centre-ville vers un cimetière militaire. Pour beaucoup d'Estoniens, c'était un pas vers la guérison des blessures du passé. Mais pour la Russie, et la grande minorité russophone d'Estonie, c'était une insulte. Des émeutes ont éclaté à Tallinn, puis quelque chose de plus dangereux a commencé. Le 27 avril 2007, la première vague a frappé, et les sites web du gouvernement se sont effondrés. Puis les banques sont devenues inaccessibles. Les médias ont cessé de se mettre à jour, même les services d'urgence ont eu du mal à communiquer. Et ce n'était pas un hasard, c'était coordonné. Des pirates informatiques ont ciblé le Parlement, les ministères, la police et les services publics essentiels. Les plus grandes banques d'Estonie, Skandinaviska Enskilda Banken Swedbank et Hansa Bank, ont été forcées de se déconnecter. Alors que les médias étaient détournés, les communications d'urgence se sont effondrées, rendant les citoyens vulnérables et la nation paralysée. Mais il ne s'agissait pas de simple piratage. L'Estonie subissait une attaque par déni de services distribués, ou attaque par déni de services distribués d'une ampleur sans précédent. Cela signifie simplement que ces sites web et services en ligne ont été submergés par un trafic fictif tellement important qu'ils se sont effondrés et ont cessé de fonctionner. Des dizaines de milliers d'ordinateurs infectés par des botnets sont devenus une armée cybernétique. Des attaques par inondation ont submergé les serveurs avec des millions de requêtes par seconde, la manipulation du domain name system et du routage, le blocage et la redirection du trafic, des campagnes de spam et de défiguration, et la diffusion de propagande pro-russe. Au plus fort de l'attaque, certains sites recevaient plus de 4 millions de requêtes par seconde. Plus de 1000 organisations ont été touchées. L'écosystème numérique, le gouvernement, l'économie et les médias estoniens ont été paralysés. La situation est devenue si grave que l'Estonie a dû couper temporairement l'accès à Internet international juste pour survivre. L'Estonie a pointé du doigt Moscou. Le Kremlin a nié toute implication directe, mais les preuves racontaient une autre histoire. Des adresses IP russes ont été retracées jusqu'à des attaques coordonnées. Des formulaires en langue russe ont été utilisés pour organiser des campagnes de piratage. Des jeunes patriotes proches du Kremlin ont encouragé des représailles numériques. La cyberattaque de 2007 a secoué le monde. Mais pour l'Estonie, ce fut un signal d'alarme, une leçon sur le coût de la vulnérabilité. Dès lors, l'Estonie a renforcé ses défenses cybernétiques, les rendant si solides qu'aucun pays ne pouvait perturber ses systèmes. Grâce à sa force en cybersécurité, l'OTAN a créé à Tallinn son centre d'excellence pour la cyberdéfense, faisant de l'Estonie le centre de surveillance des cyberattaques russes et du sabotage numérique. L'Estonie héberge aussi un centre régional de Diana, l'accélérateur d'innovation de défense de l'OTAN pour l'Atlantique Nord, développant de nouvelles technologies militaires. Grâce à une technologie avancée et des années d'expérience, il est presque impossible de contourner les défenses cybernétiques de l'Estonie. Même pendant la guerre en Ukraine, de nombreuses opérations cybernétiques visant les troupes russes ont été attribuées à l'Estonie. Les systèmes de commandement et de contrôle, la navigation des troupes et même les lignes logistiques utilisées par les forces russes ont été sondés et perturbés par des moyens cybernétiques coordonnés depuis l'Estonie. Cela n'a pas seulement infligé des dégâts à l'armée russe, mais a également attiré l'attention aiguë de Moscou sur l'Estonie elle-même. En bref, même si l'Estonie est des centaines de fois plus petite que la Russie, elle possède les capacités de tenir tête, de riposter, et même une chance de gagner. Si la Russie attaquait un jour l'Estonie, la guerre ne s'éterniserait pas comme en Ukraine. Au contraire, elle se terminerait rapidement. La force de l'Estonie vient de la précision, la technologie et le soutien de l'OTAN. La vraie préoccupation de l'Estonie est la sécurité de son peuple, pas la peur de la guerre.
Dans une petite population, chaque vie compte énormément. La question devient plus complexe, car environ 25% de la population estonienne est russophone, concentrée dans des régions comme Narva, une ville frontalière de 56 000 habitants, dont 96% sont russophones. Le 9 mai 2025, la Russie a organisé à Narva un concert de la Journée de la Victoire, ciblant la forte communauté russophone. Depuis le lancement de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Moscou utilise de tels concerts patriotiques et la nostalgie soviétique comme outil d'influence. De grands écrans, des banderoles, nous nous souvenons et nous vous remercions, et des images de soldats soviétiques étaient visibles de l'autre côté de la rivière, séparant l'Estonie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, de la Russie. Ce n'était pas seulement une commémoration, mais une stratégie délibérée pour provoquer et manipuler les russophones en Estonie. Même tactique utilisée par Moscou dans l'est de l'Ukraine avant 2014. La Russie sait que si les citoyens russophones d'Estonie se rangent du côté de Moscou, alors toute action du gouvernement estonien pourrait être présentée comme de la répression. Retourner une partie de la population contre son État. Mais l'Estonie était prête. À Narva, les drapeaux estoniens, européens et ukrainiens étaient exposés avec des affiches traitant Vladimir Poutine de criminel de guerre. C'était une réponse à la propagande russe et un message d'unité. Narva, malgré sa population, reste aux côtés de l'Estonie et de l'Europe. Pour protéger les civils, l'Estonie construit aussi tranchées et bunkers près de la Russie dans ces régions frontalières vulnérables. L'avenir de cette petite nation balte demeure incertain. La Russie entraînera-t-elle un jour l'Estonie dans une guerre en guise de revanche contre l'OTAN? La dissuasion et l'unité éviteront-elles une telle catastrophe? Nul ne peut l'assurer.